Bonjour et bienvenue au module 6 qui est consacré au processus de due diligence des investisseurs dans votre fonds. Dans le module 5, nous avons précédemment évoqué la due diligence que vous, en tant que General Partner, faites aux opportunités d'investissement que vous identifiez. Eh bien, cette fois-ci, c'est vous qui êtes le sujet de la due diligence des investisseurs. Et attention, elle est détaillée et pas facile. Alors, dans ce module, nous allons vous permettre de comprendre le point de vue des investisseurs, savoir ce qu'ils recherchent lorsqu'ils effectuent une due diligence sur votre structure et savoir aussi comment vous préparer à répondre à leurs questions qui sont nombreuses. Bonne chance et merci de votre attention. Bonjour et bienvenue à la formation des femmes africaines investisseurs offerte par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Dans ce module 6, nous allons parler de la gestion de la due diligence des investisseurs dans le fonds. Alors, de la même façon que vous, en tant que gestionnaire de fonds, vous allez analyser les entreprises dans lesquelles vous souhaitez investir, c'est-à-dire les évaluer à travers une due diligence, vous allez être également soumis à une due diligence de la part des investisseurs qui considèrent une contribution dans votre fonds. Il est donc important pour vous de savoir à l'avance quels sont les éléments que ces investisseurs vont regarder et de savoir donc répondre à leurs interrogations dans le cadre de la due diligence. C'est une présentation de Carlotta Saporito et Gitata Maratnam pour la version française, Amifani Tonisso. Commençons donc par quelques concepts clés. Il est utile ici de rappeler le rôle des GP et des LP. Alors, le GP est le General Partner, vous vous en souvenez, et le LP est le Limited Partner. Pourquoi parle-t-on de Limited Partner? Le terme Limited ici fait référence à la responsabilité du LP, responsabilité juridique, qui est limitée à son investissement dans le fonds. Cela veut dire donc que, in fine, la responsabilité juridique du fonds réside avec le General Partner. Le General Partner qui est chargé d'identifier les investissements dans les entreprises, d'exécuter ces investissements et de faire des investissements additionnels le cas échéant, de gérer activement le portefeuille d'investissement du fonds, éventuellement de penser à des participations au sein des conseils d'administration si le besoin se fait sentir et si cela correspond à la stratégie du fonds. Et également, le JP est responsable de la sortie. Donc, il doit anticiper et prévoir les conditions de sortie des investissements. Vous comprenez donc que les GP et les LP sont liés dans le fonctionnement du private equity. Ils ont plusieurs interactions, notamment au niveau du reporting. Le reporting est le fait de donner des informations, communiquer des informations qui en général sont contractuelles, c'est-à-dire que dans les accords d'investissement entre le GP et le LP, tous les éléments sur lesquels les GPs doivent donner des informations aux LPs sont détaillés. En général, les LPs veulent avoir des informations, bien sûr, sur la performance financière des investissements, mais également sur les aspects ESG, environnement social et gouvernance, sur l'impact des investissements et sur la valorisation des entreprises. En dehors de ces échanges ou points de contact contractuels, il est de bon ton pour le GP d'entretenir une communication régulière avec ses investisseurs, à travers des réunions annuelles, par exemple, ou même des réunions ad hoc, selon les besoins ou les problèmes rencontrés. Alors, cette partie va nous permettre de parler en particulier de la due diligence des LP concernant les personnes et les incitations financières. Commençons par quelques considérations clés du LP à propos du GP. Le LP est très intéressé à savoir et à comprendre l'actionnariat du General Partner.
Donc, rappelons-nous que le General Partner met en place une structure juridique qui est le fonds et donc qui a des actionnaires. Pourquoi il est important pour le LP de comprendre l'actionnariat? Parce que tout simplement, les personnes majoritaires dans la structure du GP doivent être les personnes qui prennent in fine les décisions d'investissement et sont responsables de la stratégie et de la performance du fonds. Commençons par parler de l'actionnariat. L'actionnariat, donc, comme je l'ai dit, représente les différentes participations de l'équipe d'investissement et l'équipe de partenaires ou d'associés dans le fonds d'investissement. Cet actionnariat est en général négocié entre les membres de l'équipe, donc en fonction donc, des capacités, des intérêts, des rôles de chacun. Ensuite, cet actionnariat évoluera. Donc, le LP est intéressé par comprendre quelles sont un peu les évolutions prévisibles de cet actionnariat. Pourquoi il peut changer? Il peut changer parce que le GP peut décider de lever de nouveaux fonds. Il peut également décider d'augmenter la taille de l'équipe en intégrant de nouveaux membres qui eux-mêmes vont peut-être avoir des participations au sein du GP. Donc, il est important, même si on ne connaît pas tous les détails d'avance, d'avoir une trame, on va dire, pour expliquer l'évolution que peut subir l'actionnariat, expliquer clairement au LP. Parlons maintenant des rôles dans l'équipe. Il est très important que le LP comprenne clairement qui fait quoi dans l'équipe et qui possède quoi dans le GP. Encore une fois, le LP est intéressé par voir un alignement, une corrélation entre les personnes qui sont majoritairement propriétaires du fonds et les personnes qui sont actives dans la gestion de ce fonds. Ensuite, la quatrième information qui intéresse les LP ici concerne ce que nous avons appelé l'autodétermination, qui veut dire tout simplement que le LP veut s'assurer, encore une fois, que ceux qui ont le contrôle de l'actionnariat sont bien ceux qui décident dans le fonds et qui sont responsables in fine de la stratégie du fonds. Donc, normalement, les partners ou les associés sont les parties qui détiennent la majorité des actions du General Partner. Il peut arriver, c'est rare, mais ça peut exister, qu'il y ait d'autres actionnaires que les partners ou les associés dans le GP. Ça peut être le cas si, par exemple, une partie tierce a financé le coût d'installation du GP et donc, en échange, elle peut recevoir une partie des actions du GP. Ou ça peut être le cas si le GP a recours à un gestionnaire de fonds qui gère un pool de fonds et qui est rémunéré par un intéressement direct dans le fonds. Parlons à présent de l'évaluation de l'équipe de gestion par les LPs. Alors, la réussite d'un fonds, je pense que vous l'aurez compris maintenant, est très liée à la dynamique dans l'équipe entre les membres. Donc, il est logique que la première information qui intéresse les LPs lorsqu'ils évaluent l'équipe de gestion est de comprendre la dynamique entre les membres de l'équipe, y compris les membres juniors, seniors, voir comment ils interagissent. Ensuite, les LPs vont vous demander de rendre visite à quelques sociétés que vous avez déjà en pipeline, c'est-à-dire des investissements potentiels que vous avez identifiés pour lesquels vous vous préparez à investir dès que vous aurez les fonds. Et donc, dans ces réunions, ils vont observer également la dynamique des relations entre vous, les membres de votre équipe et les membres de la société ou des sociétés en pipeline. Les LPs veulent également comprendre si vous avez des réseaux locaux,
Si vous comprenez le contexte local, donc ils viendront vous rendre visite, ils verront vos bureaux, vos collaborateurs, les personnes externes avec lesquelles vous travaillez, et ils vont essayer de comprendre également quel genre de culture d'entreprise vous avez mis en place. Est-ce que c'est une culture qui est ouverte où les collaborateurs peuvent se sentir à l'aise de remettre en cause, par exemple, des décisions ou des points de vue des partners, des associés, ou est-ce qu'au contraire, c'est une culture où le partenaire ou les associés sont les seuls à avoir droit à la parole. Donc, ils vont essayer de juger et d'évaluer un peu tout ça. Bien sûr, les LPs aussi vont essayer de comprendre mieux l'expérience de l'équipe et les compétences présentes au sein de l'équipe. Ici, ils vont s'intéresser au sourcing, donc comprendre comment vous recherchez les opportunités d'investissement. Est-ce que vous utilisez votre réseau en propre? Est-ce que vous faites appel à des intermédiaires? Si vous avez fait des investissements passés, ils vont essayer de comprendre également quelle a été la performance financière de ces investissements, quelles ont été les caractéristiques de ces investissements en termes de taille de ticket, à quoi ces tickets correspondaient en termes de participation dans le capital, dans quel secteur vous avez investi, dans quel pays, et puis quelle est la stratégie de création de valeur, très très important, que vous avez mis en place dans ces investissements. De manière générale, ils vont discuter plusieurs points avec vous. Ils vont essayer de comprendre pourquoi vous êtes arrivé à ce partenariat, pourquoi vous êtes associé aux personnes auxquelles vous êtes associé. Est-ce qu'il y a un historique de relations entre vous, personnel, professionnel? Ils vont essayer de comprendre les parcours de chacun, les personnalités, en quel point vous vous complétez, ou s'il y a des antagonismes, essayer de les comprendre. En gros, voir les forces et les faiblesses de l'équipe, donc pas seulement l'équipe de partenaires, mais également l'équipe des autres employés, l'équipe élargie donc. Ils vont essayer de comprendre la répartition des responsabilités et des personnes clés au sein de l'équipe. Et puis, ce que vous avez mis en place en termes de capital humain, comment est-ce que cette structure est complétée en termes opérationnels et s'assurer qu'effectivement, votre structure peut grandir et être pérenne. Et en dernier point, ils vont s'intéresser particulièrement, ils vont même décortiquer, on va dire, tous les investissements que vous avez faits dans le passé, vous et donc votre équipe, et comprendre de bout en bout exactement ce qui a mené à ces décisions d'investissement, ce que vous avez fait en particulier pour pouvoir clôturer ces investissements, donc le rôle que vous avez joué in fine dans ces investissements. Voyons à présent sur ce slide la logique économique de l'équipe de gestion. Donc, on a parlé un peu des éléments qui intéressent les LPs lorsqu'ils regardent un peu la structure, les ressources humaines. Il est important également pour les LPs de comprendre ce que vous avez comme logique économique, c'est-à-dire les revenus qui sont anticipés par l'équipe de gestion. Le premier type de revenu d'un gestionnaire de fonds, c'est ce qu'on appelle les frais de gestion ou les management fees en anglais. Ces frais de gestion permettent aux gestionnaires de fonds de couvrir ces frais de fonctionnement. Il est intéressant de noter que ces frais de gestion sont calculés en pourcentage du montant de fonds levé. Ensuite, le deuxième élément de rémunération économique de l'équipe de gestion et l'élément principal est ce qu'on appelle le carry. Nous en parlerons plus en détail dans les prochains slides. Le carry est en fait l'intéressement financier du general partner. Donc, c'est la part du general partner dans les bénéfices globaux du fonds. Mais cette part ne lui revient qu'après avoir atteint un rendement minimum qui a été retourné aux investisseurs. Et donc, si ça se passe bien, que le fonds a des gains, le carry permet d'aligner les intérêts du GP avec ceux des LPs. Le dernier élément économique est le skin in the game, c'est-à-dire la participation financière du general partner dans le fonds, aux côtés du capital que les LPs investissent. En cas de problème,
Ceci permet au LP de savoir que le GP a les mêmes intérêts que lui. Il a également de l'argent à perdre, tout simplement. Donc, il est plus susceptible de faire tout ce qu'il faut pour redresser la situation et ne pas perdre d'argent. Après avoir passé ensemble en revue les éléments qui constituent la logique économique de l'équipe de gestion, à savoir les frais de gestion, le carry et le skin in the game, regardons à présent dans le détail chacun de ces éléments. Commençons par les frais de gestion. Les frais de gestion correspondent aux revenus perçus par le General Partner après la première clôture du fonds. Ce montant est calculé en général en pourcentage du montant total que le General Partner a réussi à lever et il est appliqué durant toute la période d'investissement. Ensuite, il est calculé sur la base du montant total investi dans les entreprises une fois la période d'investissement terminée. Prenons un exemple concret pour parler plus en détail des frais de gestion et de leur calcul. Supposons que vous ayez levé un fonds de 100 millions de dollars et que vous ayez un accord avec vos limited partners pour percevoir 2% de frais de gestion par an. Cela signifie que vous percevez 2% de 100 millions de dollars, c'est-à-dire 2 millions de dollars par an, durant la période d'investissement du fonds. Si vous avez, comme c'est le cas de façon classique, un fonds d'une durée de vie de 10 ans, vous percevrez donc 2 millions de dollars pendant au moins 5 ans, qui correspond à la période d'investissement du fonds. Passé cette période, on considère que vous avez investi la majorité du capital que vous avez levé. Supposons que vous ayez investi à partir de la 6e année à peu près 90 millions de dollars sur les 100 millions de dollars que vous avez réussi à lever. Vos frais de gestion sont désormais calculés sur ces 90 millions de dollars. En restant à 2% par an, vous percevez ainsi 1,8 million de dollars par an, donc légèrement moins que ce que vous perceviez pendant la période d'investissement. Les frais de gestion sont encore une fois une source de revenus qui sont censés couvrir vos frais de fonctionnement. Ce n'est pas censé être une source de bénéfices. Donc, il faut faire vraiment la distinction à ce niveau-là entre les frais de gestion et le carry qui représente l'élément principal de la rémunération du General Partner. Et pour insister sur ce point, il faut que vous sachiez que les frais de gestion ont une corrélation négative avec la rentabilité du fonds. C'est-à-dire, plus les frais de gestion sont élevés, moins la rentabilité du fonds sera importante et, in fine, moins votre carry, qui est votre intéressement à long terme dans le fonds, sera important. De ce fait, lorsque vous calculez les frais de gestion dont vous aurez besoin, prenez uniquement en compte les éléments comme le loyer, les salaires, les voyages, etc. Tous ces éléments qui vous permettront de réaliser vos investissements sans affecter votre performance financière future. À noter qu'il faut exclure des frais de gestion, donc les frais d'établissement du fonds, les frais d'agent de placement, les frais non liés aux opérations du fonds, les frais liés aux sociétés en portefeuille et bien sûr exclure absolument tous vos frais personnels. Parlons à présent du carry. Comme je le rappelais tout à l'heure, le carry est l'élément principal de la rémunération du General Partner. C'est son incitation financière, son engagement dans le fonds et logiquement, le carry doit être la source de financement, la source de rémunération, pardon, la plus importante pour le General Partner. Mais avant de prétendre au carry, le General Partner a des obligations vis-à-vis de ses investisseurs. Les investisseurs s'attendent à récupérer leur capital, c'est-à-dire le montant qu'ils ont investi à l'origine dans votre fonds, plus
ce qu'on appelle en anglais le hurdle rate, qui est en fait le taux de rendement minimum, en général fixé à 8% en Afrique, avant de partager les bénéfices avec le general partner. Prenons un exemple concret ici. Si vous avez un investisseur particulier dans votre fonds qui a investi 20 millions de dollars, à la fin de la période d'investissement, il s'attendra, à la fin de la vie du fonds, plutôt, il s'attendra à recevoir un remboursement de sa mise initiale, c'est-à-dire 20 millions de dollars. Si jamais ce remboursement ne lui suffit pas à atteindre le taux de rendement minimum, le hurdle rate de 8%, il s'attendra à recevoir une somme complémentaire pour effectivement atteindre ces 8%. Et ensuite, tous les bénéfices réalisés par le fonds au-delà de cette somme seront partagés à hauteur de 80% pour le limited partner, donc votre investisseur, et 20% pour vous, le general partner. Les 20% qui sont alloués au general partner sont alloués sur la base des bénéfices cumulés dans le fonds. Si vous avez un fonds d'investissement de durée de vie classique de 10 ans, eh bien, ce sera au bout de 10 ans de bénéfices qu'on pourra calculer donc les 20% qui vous sont dus. Et bien sûr, avant d'arriver à ce calcul, le préalable est que les investisseurs aient reçu leur mise initiale plus une somme qui leur permet d'atteindre un taux de rendement minimum avant que votre part, votre droit à 20% des bénéfices soit accordé. Alors, le carry, c'est en anglais, comme vous l'avez remarqué, et ça signifie carried interest, c'est-à-dire intérêt cumulé, tout simplement, dans le fonds. On parle souvent de carry, et donc ça veut la même chose que carried interest, il faut le savoir. D'autres structures existent dans lesquelles il n'y a pas ou peu de rendement minimum, où on applique différents paliers pour le calcul des taux de rendement minimum. Et c'est en général au moment de la structuration de votre fonds que vous devez décider de la structure que vous allez adopter. Mais pour rester vraiment classique, la structure que nous venons de décrire, à savoir 80-20, est celle qu'on rencontre le plus souvent dans le monde du private equity en Afrique. Pour terminer sur le carry, il est très important au niveau du general partner de s'assurer que la part de carry des membres de l'équipe soit proportionnelle à leur rôle et responsabilité dans la performance du fonds. Chaque membre de l'équipe doit être motivé à la juste mesure. Et ceci est tellement important pour les investisseurs qui vous demanderont au moment de leur due diligence de leur montrer vos plans de distribution de carry. Et en général, ces plans font l'objet de discussions assez âpres et longues entre les partenaires du fonds. Donc, prenez le temps pour trouver un accord et pour que tous les partenaires soient d'accord avec l'allocation qui est décidée in fine. Passons à présent au skin in the game, qui est le troisième élément de la logique économique de l'équipe du fonds. Skin in the game, c'est une façon de dire la participation financière du general partner. Les limited partners s'attendent à ce que le general partner engage une part substantielle de son propre patrimoine dans le fonds pour investir aux côtés des limited partners dans le fonds. Donc, c'est une participation qui montre l'engagement du general partner dans ce fonds. Et donc, si vous êtes capable de venir à la table de négociation avec une somme qui montre que vous êtes vous-même intéressé et motivé par votre fonds, c'est toujours un élément important que les limited partners s'attendent à voir. Alors, comme il s'agit de votre
participation personnelle. Elle ne doit pas être financée, bien sûr, par ce que vous avez gagné en frais de gestion. En général, les LPs s'attendent à ce que le GP soit capable d'apporter environ 1% du total du fonds qu'ils souhaitent lever, mais ils sont flexibles. Et le critère principal qu'ils vont utiliser ici pour déterminer votre participation, c'est la matérialité, c'est-à-dire est-ce que ce que vous mettez dans le fonds représente une somme matérielle, une somme substantielle par rapport à l'ensemble de vos avoirs par ailleurs. Et en général, bien sûr, le montant que vous apportez dans le fonds en tant que General Partner est proportionnel à l'allocation de carry à laquelle vous aurez droit entre vous, les membres du General Partner. Donc, vous l'aurez compris, la contribution attendue du General Partner dans le fonds est un élément qui suscite souvent beaucoup d'inquiétudes ou d'interrogations chez les General Partners, et en particulier chez les nouveaux gestionnaires de fonds. Quelques-unes des questions qui se posent, par exemple, aurais-je les moyens de contribuer significativement au fonds, surtout lorsque je mets déjà tous mes revenus dans ce fonds? Combien devrais-je contribuer? Les LPs vont-ils penser que je suis moins engagée si je leur avoue le montant de ma contribution? J'ai l'impression de mettre tous mes œufs dans le même panier et d'être surexposée par rapport au risque dans ce fonds. Tout ça, ce sont des questions légitimes. Pour éviter d'être trop anxieux par rapport à cette contribution qu'on attend de vous, nous vous invitons à être transparent avec les LPs quant à votre patrimoine et à vos capacités dès le début. Ce n'est pas une faiblesse de dire « je ne vais pas pouvoir contribuer à telle hauteur » et il est recommandé dans ce cas de faire l'effort de discuter avec les différents LPs pour arriver à un accord où votre contribution leur apparaît suffisante et réaliste de votre point de vue. Il est à noter que quelquefois, certains LP sont prêts à revoir leurs exigences à la baisse, surtout pour les nouveaux gestionnaires de fonds. Donc, pratiquez la transparence dès le début pour mettre les meilleures chances de votre côté. Certains General Partners arrivent à faire financer leurs contributions par des parties tierces, soit en ayant recours à des prêts personnels ou à des institutions spécialisées qui financent les contributions des General Partners, mais faites très attention aux conditions de remboursement auxquelles vous allez vous soumettre, parce que bien sûr, elles vont affecter in fine le rendement du fonds vous concernant et votre carré. Passons à présent à la partie 2 de la due diligence des LPs concernant la stratégie et le pipeline du General Partner. Nous avons consacré un module entier à la stratégie et au développement de la thèse d'investissement. Le moment est venu pour vous de subir la due diligence des investisseurs concernant ces deux éléments. À ce niveau, une condition sine qua non existe pour le succès de votre levée de fonds, c'est la clarté de la stratégie et sa cohérence tout au long de la période d'investissement. Les LPs vont évaluer votre thèse d'investissement en prenant en compte différents paramètres. D'abord, le focus. Nous en avions parlé dans le module consacré à la thèse d'investissement. Il est important que vous preniez en compte vos avantages compétitifs pour être fixé sur un secteur, une géographie particulière dans le marché. Ensuite, la valeur ajoutée. Les LPs vont être intéressés par comprendre quelle valeur ajoutée vous avez par rapport aux investissements que vous allez faire, c'est-à-dire ce que vous êtes en mesure d'apporter aux entreprises au-delà de l'investissement financier.
Il est important ici de préciser que la thèse d'investissement s'appuie sur vos compétences et sur l'expérience de l'équipe. Donc, les deux éléments que nous venons de citer, le focus et la création de valeur ajoutée, doivent être cohérents par rapport à vos compétences, encore une fois. Les réseaux locaux sont un autre élément important auquel les LPs vont accorder du temps. En général, leur due diligence va être menée à distance et ensuite localement. Ils viendront vous rendre visite pour comprendre un peu comment vous interagissez avec les autres acteurs du marché, évaluer vos connaissances locales et l'efficacité des réseaux que vous allez leur présenter. Au niveau de la stratégie, nous l'avons déjà mentionné, la clarté est importante. Il est important que vous soyez clair avec votre stratégie, à l'aise et cohérent sur les secteurs que vous choisissez, encore une fois, par rapport à vos compétences et à l'expérience de l'équipe. Le choix stratégique doit être également cohérent dans l'ensemble des opportunités de marché que vous allez cibler. Et enfin, au niveau de la construction du portefeuille, les LPs vont chercher à comprendre comment vous comptez construire un portefeuille bien équilibré et diversifié. Alors, il y a plusieurs points auxquels doivent faire attention les nouveaux gestionnaires. Le premier est lié aux opportunités du marché. Évitez d'être trop générique dans ce cas. Lorsque vous voulez parler de votre opportunité de marché, évitez des phrases du style « nous ciblons les secteurs dans lesquels la croissance démographique de l'Afrique ou encore l'augmentation des revenus de la classe moyenne peuvent nous permettre de réaliser des bénéfices ». Tout le monde dit la même chose. Donc, ce genre de généralité ne vous permet pas de vous différencier des autres. Vous devez être beaucoup plus spécifique pour expliquer et argumenter ce que vous apportez en plus sur le marché. Évitez de vous aventurer en terrain inconnu. Les LPs vont certainement essayer de creuser, vous poser des questions, et si vous n'êtes pas capable d'y répondre, ils vont douter de vos compétences. Ne mettez pas trop l'accent sur les projets Greenfield, c'est-à-dire les startups. Ce sont des investissements difficiles à réaliser dans le cadre du private equity qui se distinguent du venture capital, qui est fait justement pour financer ce genre d'entreprise. Enfin, différencier l'investissement de la banque d'investissement. Dans l'investissement, vous investissez avec une vision à long terme et pour objectif de créer de la valeur. L'ajout de valeur est en effet un facteur essentiel et il est important que vous intégriez cet élément dans votre stratégie de façon claire et en montrant également que vous avez les compétences en interne ou en externe en faisant appel à des consultants qui vous permettront de réaliser cette création de valeur. Le deuxième élément que les LPs vont passer au peigne fin est le processus d'investissement, c'est-à-dire toutes les étapes depuis l'origination, l'identification de l'opportunité d'investissement jusqu'à la réalisation de l'investissement. Commençons donc par l'origination. À ce niveau, les LPs vont essayer de comprendre comment vous sourcez vos transactions. Est-ce que vous utilisez vos réseaux propres? Est-ce que vous avez des intermédiaires? Comment vous les rémunérez s'ils sont rémunérés? Comment vous fonctionnez avec eux si ce n'est pas le cas? Et quelle est votre approche du marché? La deuxième étape du processus d'investissement est une étape où les partenaires du fonds décident d'allouer ou non du temps et des ressources pour continuer à poursuivre une opportunité qui a été identifiée. Si la réponse est oui, nous passons à l'étape de préévaluation avec le comité d'investissement. À ce stade, le comité d'investissement donne une décision de principe
qui permet ensuite à l'équipe de l'investissement de commencer à engager des coûts et de mener une due diligence complète de cette opportunité d'investissement. La quatrième étape est le comité d'investissement final. C'est l'étape à laquelle l'équipe d'investissement du fonds présente les résultats de sa due diligence sur l'opportunité d'investissement et demande au comité d'investissement de prendre une décision finale quant à l'investissement ou non dans cette société, dans cette entreprise particulière. Il est à noter ici qu'en général, les décisions d'investissement sont toujours soumises à des conditions à remplir au préalable par la société identifiée. Et il existe une cinquième étape qui intervient beaucoup plus tard, au moment de la sortie d'un investissement donné. Le comité d'investissement se réunit à nouveau et discute de la proposition de sortie qui lui est présentée par l'équipe d'investissement. Donc, décide de vendre ou non et décide des conditions dans lesquelles cette vente sera faite. Alors, nous avons parlé du comité d'investissement. Attardons-nous un peu ici sur cette structure pour essayer de mieux comprendre comment elle fonctionne. Il existe plusieurs structures de comités d'investissement dans les fonds. Le comité d'investissement peut être composé des associés ou partners du fonds et de 2 membres indépendants. C'est une structure qui est adoptée en général par 80% des fonds en Afrique. Il existe des structures alternatives. On peut également avoir seulement les partenaires du fonds comme membres du comité d'investissement et ensuite faire appel à des expertises externes en fonction des besoins. Si par exemple, vous êtes en train d'analyser une proposition d'investissement dans le secteur de l'énergie, le comité d'investissement ce jour-là sera composé des partenaires du fonds et de quelques experts en énergie. Troisième structure possible, qui est plus rare, mais qui est possible, le comité d'investissement est composé uniquement des partenaires du fonds. Ceci est applicable lorsque le general partner est considéré comme vraiment expérimenté, c'est-à-dire qu'il a déjà levé plusieurs fonds, qu'il existe sur le marché depuis plusieurs années et qu'on pense que les membres du comité d'investissement, les partenaires du fonds, sont suffisamment équipés pour pouvoir prendre des décisions d'investissement de façon indépendante, c'est-à-dire sans des apports externes. Mais en général, pour les nouveaux gestionnaires de fonds, les LPs exigent quand même la présence de membres indépendants au sein du conseil, au sein du comité d'investissement. Intéressons-nous aussi à la prise de décision dans le processus d'investissement, qui va également faire l'objet d'attention des LPs. Ici, nous avons à peu près 2 mécanismes pratiqués. Le vote à l'unanimité. Donc, l'avantage, bien sûr, c'est que dans ces cas-là, nous avons une adhésion totale des partenaires du fonds. L'inconvénient, c'est qu'une seule personne peut tenir le comité en otage si elle n'est pas d'accord avec l'investissement. Ou encore le vote majoritaire. Donc, la majorité des partenaires ou des membres du comité l'emporte. L'avantage, c'est que ce sont des transactions qui sont adoptées par une masse critique. L'inconvénient, c'est qu'il peut y avoir des résistances ou des divisions au sein du comité. Mais de façon générale, notons quand même qu'il est rare qu'un investissement puisse aller au bout s'il n'y a pas de consensus au niveau du comité d'investissement sur la pertinence de cet investissement. Et on doit également noter que les LPs peuvent demander à assister à un, plusieurs comités d'investissement en tant que membres indépendants, en général sans droit de vote, donc qui sont comme des observateurs du processus d'investissement et de la prise de décision ultime.
Dans la partie 3 de notre module consacré à la due diligence des LP, nous allons nous intéresser à la due diligence des opérations du General Partner, qui est le cœur du fonctionnement du fonds d'investissement quand il sera levé. Plaçons-nous tout d'abord du point de vue de l'investisseur pour bien comprendre ce qu'il recherche lors de sa due diligence. Lorsque vous vous présentez à un investisseur avec le projet de lever un fonds, il vous considère à juste titre comme une start-up. Vous n'avez qu'une idée. Vous avez certes développé une stratégie, une thèse d'investissement. Dans certains cas, vous avez déjà un embryon d'équipe, peut-être quelques investissements en pipeline, mais votre structure n'existe pas encore. Le LP investit donc un peu à l'aveuglette dans un fonds où il n'aura pas, in fine, le droit de regard sur la destination des fonds qu'il va vous mettre à votre disposition. Certes, il pourra vous donner des secteurs où vous ne devez pas investir, il y aura des garde-fous, mais au final, il ne saura pas, jusqu'à ce que l'investissement soit fait, où est-ce que vous allez investir sa contribution. Il est donc essentiel au moment de la due diligence pour les LPs de comprendre comment le fonds va opérer, comment il va être géré et de s'assurer que l'argent sera géré de façon responsable et conformément aux lois et réglementations en vigueur. Dans cette troisième partie, nous avons choisi de vous parler de ce que nous appelons les éléments constitutifs, c'est-à-dire les éléments qui doivent être en place pour institutionnaliser, c'est-à-dire pérenniser votre structure, le General Partner que vous allez mettre en place. Le premier élément est la conformité. Plusieurs éléments entrent en compte dans la conformité. Commençons d'abord par le manuel de conformité qui doit être mis en place et décrire les règles et procédures que vous allez suivre, le suivi, depuis le suivi des investissements, la supervision, l'application, etc. Vous devez également avoir en place un code d'éthique, une procédure de gestion des conflits d'intérêts, un mode de communication des rapports aux autorités de régulation. Donc, bien sûr, il faut au préalable identifier quels sont les rapports attendus et qui doit recevoir ces rapports. Le respect des procédures et la rémunération des personnes qui ne doit pas se faire sans l'accord de votre Chief Compliance Officer, autrement dit du responsable de la conformité au sein de votre équipe. Le respect des procédures contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, tous ces éléments sont à considérer et ils sont critiques lorsque vous établissez votre structure. Et ils vont être de façon systématique évalués par les LPs lorsqu'ils feront leur due diligence de votre fonds. Continuons à parler des éléments constitutifs. Nous avons l'informatique ou les technologies de l'information. Ici, les LPs veulent être rassurés sur l'existence et la qualité de votre système d'information, y compris les logiciels et les ressources que vous avez à disposition dans ce secteur. Un élément comme la cybersécurité apparaît comme de plus en plus important et critique, surtout pour gérer les aspects de confidentialité que vous allez rencontrer dans l'exercice de vos fonctions d'investisseur. Ils veulent également s'assurer, ces investisseurs, que vous avez des plans de reprise après sinistre et continuité des activités, y compris les assurances nécessaires,
et que vous avez en place une politique de protection des données et RGPD, c'est-à-dire Réglementation générale sur la protection des données. Attention ici à vous assurer que ce que vous avez en place satisfasse aux différentes juridictions dont font partie les LPs dans votre fonds. Donc, si vous avez un LP américain et un LP européen, ils n'auront pas forcément les mêmes exigences. Il faudra vous assurer que vous remplissez parfaitement aux exigences de chacun. Intéressons-nous à présent aux ressources humaines. Nous avons déjà évoqué la structure de l'actionnariat qui détermine donc qui est propriétaire au final du General Partner. Parlons un peu ici de la rémunération. Les LPs vont s'intéresser à la rémunération de l'équipe. L'équipe au sens élargi pour s'assurer qu'elle est équitablement répartie entre les membres en fonction, encore une fois, de leur rôle, de leur fonction et des résultats qu'on attend d'eux. Ils vont également analyser vos pratiques d'emploi, les systèmes de gestion de performance des employés. Alors, il faut que vous preniez le temps de penser à tous ces aspects pour établir une véritable fonction ressources humaines au sein de votre structure. Et prenez donc les devants déjà en inscrivant dans un manuel des ressources humaines toutes les pratiques liées aux ressources humaines dans votre structure. Autre élément constitutif important, l'administration du fonds. L'administration du fonds va dépendre grandement de sa structure juridique et de sa domiciliation. En général, les fonds que nous rencontrons en Afrique sont domiciliés à l'île Maurice. Vous avez le choix entre un administrateur en interne, donc qui fait partie de votre équipe, ou un administrateur externe que vous rémunérez et qui a sa propre structure. Normalement, cet administrateur doit être réputé, avoir une bonne réputation, avoir les ressources adéquates, notamment en termes de système d'information et de compétences de son équipe. Et il doit pouvoir servir également de point supplémentaire de contrôle entre vous et les investisseurs. Donc, c'est un élément très important qui va faire l'objet d'une due diligence séparée de la part de vos investisseurs. Ensuite, les finances. Dans les finances, les investisseurs vont regarder votre gestion de trésorerie. Est-ce que vous avez un compte bancaire dédié? Quelles sont les entrées principales? En général, ce sont les appels de capitaux ou les fonds reçus des entreprises pour divers services rendus. Quels sont les flux de trésorerie négatifs? En général, donc, principalement les investissements. Ils vont également s'intéresser aux dépositaires des fonds. Est-ce qu'ils sont habilités à être dépositaires? Et voir également si vous avez un processus de budgétisation en place et si vous menez des audits réguliers. Parlons maintenant de la valorisation, un élément également très important, c'est-à-dire la valorisation de vos investissements. Donc, lorsque vous allez faire des investissements, régulièrement, vous allez les valoriser financièrement. Vous avez, par exemple, investi 10 millions de dollars dans une entreprise. Ces 10 millions de dollars représentent quelle valeur financière aujourd'hui? C'est une information donc capitale à avoir non seulement pour vous-même, mais également pour les investisseurs qui doivent également communiquer sur la valorisation de leurs investissements à travers vous. Il existe bien sûr différentes méthodes de valorisation. Vous allez vous accorder dès le départ avec les investisseurs sur là ou les méthodes que vous utiliserez. Attendez-vous également à ce que les investisseurs demandent de mettre en place un processus de valorisation indépendant ou conduisent des audits de valorisation. Il existe différents standards de valorisation et des modèles sont disponibles en ligne. Nous vous invitons à vous référer à l'ILPA et à l'IPEV qui communiquent souvent des guidelines en termes de valorisation des investissements.
Et il faut noter en dernier ressort que les normes de valorisation sont souvent alignées sur les normes IFRS, c'est-à-dire les normes internationales comptables, ou US GAAP, les normes comptables américaines. Le juridique à présent. Nous vous invitons à être transparents et proactifs pour communiquer aux investisseurs d'éventuels litiges passés, présents ou à venir. Donc, le premier élément, c'est l'historique des litiges. Il faut donner toutes les informations dont les LPs ont besoin pour effectuer leur due diligence. Cet aspect est important, non seulement au moment de la due diligence, mais également durant toute la durée de vie du fonds, où vous devez régulièrement informer les investisseurs de tout litige juridique potentiel ou existant. Vous vous assurez d'avoir un processus en place à partir duquel vous pouvez définir un délai pour que les informations pertinentes soient communiquées aux investisseurs systématiquement. Le juridique couvre également les procédures disciplinaires envers les membres de l'équipe ou des conseillers externes, les politiques KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire concernant la réputation des personnes avec lesquelles vous vous engagez dans des activités, dans les investissements. Cet aspect est très critique et pour savoir comment aborder la réputation ici, nous vous conseillons d'utiliser l'approche première page d'un journal, c'est-à-dire que vous devez être à l'aise si tout ce que vous dites, tout ce que vous faites ou tout ce que vous communiquez venait un jour à se retrouver en première page du journal. Est-ce que vous seriez à l'aise avec telle phrase que vous avez prononcée, tel acte que vous avez posé ou telle communication que vous avez faite? Ensuite, assurez-vous que la fonction juridique soit indépendante structurellement et dans sa gouvernance du reste des entités de votre fonds. En dernier point, la documentation juridique. Assurez-vous qu'elle soit à un niveau solide et acceptable et qu'elle puisse être sujette à la due diligence ou à un audit interne. Le dernier élément constitutif ici est l'assurance ou les assurances. Aspect très important, souvent négligé, mais important à la fois pour le general partner, mais également pour les investissements qu'il fait, c'est-à-dire les sociétés qu'il a en portefeuille. Il existe différents types d'assurances. Celles que nous allons citer ici sont les plus courantes et il est important de s'assurer qu'elles sont en place. L'assurance responsabilité pour administrateur, qui est utile pour couvrir les membres de l'équipe qui deviennent membres des conseils d'administration des entreprises en portefeuille, l'assurance multirisque professionnelle, l'assurance responsabilité civile et l'assurance des biens qui couvrent les employés du fonds. Consacrons à présent le dernier slide à quelques conseils sur la gestion des LPs. Pensez à la relation avec les LPs comme étant une relation à long terme qui va durer au moins 10 ans. Une relation un peu équivalente à un mariage. Et comme tout mariage, une rupture de cette relation serait lourde en conséquences et pénible. Faites donc tout ce qui est en votre pouvoir pour préserver cette relation. Pensez ainsi à construire une relation basée sur la confiance, tout simplement. Il faut que vous mettiez les LP à l'aise et qu'ils aient confiance en vous en étant transparent avec eux dès le début. Considérez aussi les LP comme des ressources pour vous aider à pérenniser votre structure. Comme nous l'évoquions précédemment, lorsque vous approchez les LPs, vous n'avez pas encore de fonds en place. Vous êtes une start-up en quelque sorte. Et les LPs ont l'avantage de voir passer beaucoup de fonds. Donc, vous avez beaucoup à apprendre des LPs. Considérez-les comme des ressources qui vont vous aider tout au long de votre cheminement. Pratiquez la transparence, c'est toujours payant.
communiquer très tôt les attentes pour qu'il n'y ait pas de malentendus. De la même façon, soyez attentifs dès le début à la fréquence et au mode de communication avec les investisseurs. Vous devez en permanence communiquer de façon transparente. Vous avez des communications formelles comme informelles, afin de fluidifier les échanges et de mettre en confiance, encore une fois, les investisseurs. Voilà, nous arrivons à la fin de ce module qui a été consacré à la due diligence des investisseurs. Nous espérons qu'il vous a été utile. Merci pour votre engagement. Restez connectés pour la suite.